Bienvenue sur cette rediffusion. Si tu n'as pas peur, tu peux nous rejoindre en live. Je stream généralement le lundi, le mercredi et le vendredi vers 17h. Et parfois le dimanche pour les rétrospectives cinéma. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour parler de la trilogie Hercule Poirot de Kenneth Branagh. Donc voilà. Donc si vous ne connaissez pas Hercule Poirot, c'est un enquêteur détective, le meilleur, bien sûr. Le meilleur, comme il aime à le répéter 4 fois par film à peu près. Il a un ego, ce type. Voilà, énorme. Sympa mon montage, vous avez vu. Bizarre, il y a une petite pastèque, j'ai pas compris. Là, il y a aussi un caca. Là aussi, un caca. En fait, il y a 2 cacas sur cette affiche, mais je savais pas qui c'était au début, donc j'ai oublié de le mettre. Mais désolé, il y a un autre caca sur ce... Ils l'ont oublié au montage. Voilà, donc Hercule Poirot, donc enquêteur très connu de Agatha Christie, qui a aussi Miss Marple en héroïne. Et voilà. Ils disent qu'il est meilleur 3 fois par film, j'ai adoré. Bah après, s'il a un ego surdimensionné, c'est le personnage, c'est normal qu'il le répète. Moi, franchement, ça fait partie de son personnage, donc je peux pas être... Alors, il est juste détestable quand il fait ça, mais c'est ça que j'aime bien. En vrai, j'ai bien aimé, parce que moi, je connais pas Hercule Poirot, hein. J'ai jamais lu d'Agatha Christie, ça vraiment rien que le fait que tu puisses pas deviner, ça me saoule d'avance. Et donc, je connaissais pas Hercule Poirot. Et en fait, dans les 3 films, j'avais pas tilté, mais en fait, donc lui, il est très égotique, il est très... il s'aime, il s'écoute parler aussi. Et il est tellement génial. Voilà. Et les autres le matraquent la gueule. À des moments, il y a certains personnages qui lui répondent dans la gueule. Et t'es en mode, waouh. Ça veut dire que même lui se fait défoncer. Et je trouve ça hyper bien. Parce que d'habitude, les personnages des enquêteurs, etc., ils se trouvent toujours au-dessus des autres. C'est toujours ceux qui vont résoudre les problèmes. Et donc, on les attaque jamais. Mais là, lui, il se fait tacler derrière la nuque de façon assez violente, quoi. Avoir une moustache comme ça. Alors ça, c'est expliqué dans le 2. Pourquoi il a sa stache. Voilà. Et pourquoi elle est aussi longue, d'ailleurs. Alors, on va quand même parler un tout petit peu d'Agatha Christie. Donc, elle est née en 1890, elle est morte en 1976. Donc, les premières adaptations de ses livres au cinéma, elle les a vues, elle les a validées. Ici, les 3 films ont été validés par les descendants d'Agatha Christie, même les modifications par rapport au livre, parce que vous en doutez bien, il y a énormément de modifications entre les films et les livres. Je n'ai pas lu les livres, donc je ne peux pas en parler, mais j'ai vu les films, donc nous parlerons que des films. Alors, Agatha Christie, elle a écrit à peu près 66 romans, et certaines années, jusqu'à 2 par an. C'est colossal. Voilà. Je sais pas si c'est un gage de qualité, mais elle a écrit 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre. Alors, les pièces de théâtre, visiblement, c'est Salut, c'est juste... Kenneth Branagh. Vous voulez savoir combien vaut votre poireau? Machine, ouais. Contactez nos experts sur Vendez votre vendezvotrepoireau.fr et poireau. faites dégorger votre poireau au Oh, meilleur prix. bonjour Gessiel, comment ça va? Et donc, les pièces de théâtre, c'est à peu près ces romans, mais en pièces de théâtre. Donc voilà, c'est pas foulé, la dame. Non, je crois qu'il y en a des originales, mais bon. Voilà, donc, alors, c'est l'autrice la plus lue au monde, avec à peu près 2 milliards de tirages, de milliards de tirages, et elle est juste derrière Shakespeare et la Bible. C'est pour vous dire. Sur Wikipédia, littéralement, il y a écrit son style, vous faire croire que vous pourriez deviner l'intrigue, mais la résolution de l'intrigue sort du chapeau. Voilà. C'est son style. D'ailleurs, il paraît qu'il y a une espèce de liste faite par je ne sais qui, là j'ai oublié son nom, qui donne les 10 points à respecter pour faire un livre d'enquête. Genre, l'enquêteur ne peut pas être le tueur, l'enquêteur ne peut pas recourir au mysticisme pour dégoter le meurtrier, donc il peut pas avoir un flash venu de nulle part, et puis voilà. Elle en respecte un, exactement. Exactement. Et il y a littéralement écrit sur Wiki, Agatha Christie, la liste, voilà. Voilà.
Donc merci, merci madame de jamais nous laisser la possibilité de trouver. Alors, bien, on a quand même deviné pour la mort du Nil. Bravo, la mort du Nil. Allez, hop, le Nil est mort. Le Nil. Oui, il y a du racisme dans ces points. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Il y a un point, c'est littéralement, il n'y aura pas de chinois dans votre livre. Et j'étais en mode, mais quoi? Heureusement, Wikipédia vous explique pourquoi. Parce que le mec, il a dit, on sait pas pourquoi il y aurait des Chinois dans votre histoire. Si vous mettez des Chinois, c'est un mauvais livre. Et t'es en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Jean-Mi! Donc voilà. Non, non, c'est pas de elle. C'est vraiment un homme qui a écrit ça, qui est surpris. Donc voilà, il y a une règle, c'est ne mettez pas de Chinois dans votre livre. Littéralement. C'est lunaire, ouais. Mais il n'y a rien dans l'emballage. Il y avait son doigt comme ça. Tiens, un bonbon. Donc voilà, bon, vous irez voir, c'est très drôle. En vrai, la liste est assez logique, et puis d'un seul coup, il y a ne mettez pas de chinois dans votre livre, en fait. T'es en mode, d'accord. Eh bien, je vais le faire. Donc elle vient d'une famille riche, hein. Doutez-vous bien que pour écrire 66 romans, faut pas avoir besoin d'aller travailler à la mine. Donc c'est une famille quand même SPS+. Voilà. Elle s'est inspirée de Sherlock Holmes, de Gaston Leroux et de Arsène Lupin. Voilà, cocorico. Allez, remballe ton slibard Lothar. C'est nous, en fait. C'est nous. Voilà. Et c'est sa sœur et sa mère qui la poussent à écrire, donc c'est bien, en fait. Enfin, le seul truc positif d'Agatha Christie, c'est elle a réussi à se faire une place dans un monde d'hommes, elle a réussi à écrire, etc. Elle était soutenue par sa famille aussi, ça fait plaisir. Ça, c'était sympathique. Et aussi, elle a été infirmière lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'elle a peaufiné sa connaissance des poisons. Voilà. J'espère que vous aimez cette anecdote. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Agatha Christie. Je ne vais pas faire sa bio non plus. Si, le seul épisode que je connaissais d'elle, c'est... et j'ai plus appris pourquoi. En fait, je connaissais l'anecdote du fait que il y a 3 jours ou une semaine, je crois, elle a disparu complètement des radars. Elle est partie, elle a disparu. Ils l'ont retrouvée à l'autre bout du monde dans un hôtel. Et elle a toujours nié qu'elle savait pas ce qu'elle foutait là. Et voilà, elle avait aucune explication. Et en fait, ça s'est passé juste au moment où son mec l'a quittée. Donc voilà, je pense qu'elle a juste fait un nervous breakdown. Elle a fait hop et elle est partie. C'était un archéologue beaucoup plus jeune qu'elle. Ah oui, je me souvenais d'archéologue, mais je ne savais pas qu'il était plus jeune. Bravo, madame. Hop là, les petits genoux dans son lit. C'était pour essayer de sauver... Ouais, voilà, c'est ça. Et je crois que ça a même profité à son livre, et je sais pas quoi. Enfin, la meuf, c'est déjà... elle a déjà compris comment ça marche le marketing, quoi. C'est ça. Oh là là, c'est bizarre. Il est mort. Ah, c'est ballot. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu pourras pas deviner le meurtrier, puisque de toute façon, il fallait demander à Agatha Christie qu'elle sorte le nom du meurtrier de son chapeau. Donc, voilà. Donc, c'est pas moi, c'est ça. Tu as lu beaucoup de ses romans, ouais, c'est... Bonne question, c'est vrai. Tous. Aïe, aïe, aïe. Alors, Le crime de l'Orient Express. Donc, premier film adapté par Kenneth Branagh en 2017. Voilà, donc c'est l'histoire de Poirot. Poirot qui a décidé d'être en vacances. Il a décidé d'être en vacances dans tous ses films, de toute façon. Sauf que, par hasard, il va se retrouver à bord d'un train qui visiblement n'est composé que des premières classes et donc de riches, parce que les deuxièmes classes, elles n'existent pas dans ce film. En vrai, dans le livre, elles existent, les deuxièmes classes. Mais c'est vrai que dans le film, c'est un peu bizarre. Il y a 2 rames et puis il y a les 4 les 4 gugus. Là. Vous avez vu? J'ai habilement coupé l'image. Pas besoin de mettre de caca sur celle-là. L'image s'est coupée toute seule. Oh là là, c'est bizarre, il manque quelqu'un. D'ailleurs, on ne parlera pas de lui. J'ai fait un embargo sur toutes les personnes problématiques. Normalement, enfin, j'ai essayé de ne pas mettre d'anecdotes sur les personnes problématiques. Voilà. Hop. On va faire du memento mori. Non, c'est pas ça. C'est le truc quand on casse les noms des gens, là. J'écoute un podcast sur elle. Ah oui, d'accord.
Ah putain, Archéolab, incroyable. Il y a une étagère Sherlock Holmes et une étagère Hercule Poirot. Donc voilà. Alors, comment c'est né cette adaptation? Parce que adapter à Agatha Christie, ça se fait pas comme ça. Tu décides pas un jour de te lever et de faire une adaptation. Ça ne marche pas comme ça dans le cinéma. Donc c'est les producteurs Mark Gordon et Simon Kinberg qui ont décidé d'acquérir les droits. Et il leur a fallu 5 ans pour obtenir les droits. Ensuite, ils se sont alliés à Ridley Scott. Voilà, qui est devenu lui aussi producteur, je pense. Et ensuite, ils ont demandé au scénariste Michael Green d'adapter Le Crime de l'Orient Express. Et ensuite, ils ont fait appel à Kenneth Branagh, qui est connu pour avoir fait le film Hamlet, donc d'avoir adapté Shakespeare, qui ne doit pas être une mince affaire. Et aussi parce qu'il adore les thrillers, et aussi il adore les trains. Voilà. Le poids Ridley Scott. Oui, quand j'ai vu son nom, j'étais en mode, bon, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Un peu la flemme. Bah après, tu peux les acheter en français si tu veux. Camoulox. Kenneth Branagh est un féru d'Hercule Poirot. Il les a tous lus. Je ne sais plus si c'est pour le film ou par plaisir. Donc voilà. Vous pourrez poser vos questions à Kenneth Branagh. Tous les costumes sont faits sur mesure pour tous les acteurs. Et Kenneth Branagh a donc porté ses chaussures pour les faire pendant 3 mois avant le film. Voilà, et il a fallu un temps infini pour trouver le nœud de cravate. Voilà, le cinéma. Voilà, donc le nœud de cravate juste derrière là. Des mois de réalisation de nœuds de cravate dans tous les sens pour tester comment le faire et surtout pour pouvoir le reproduire à l'identique et pour qu'il n'y ait pas de faux raccord à l'image. Terrible. Il a fallu 9 mois de recherche pour trouver la gueule de la stache. Elle est vraiment très spéciale, sa stache, parce qu'elle part comme ça, et après, il y a 2 staches, en fait. T'as l'impression qu'il y a vraiment ch'touk. Il y a 2 staches. Pourquoi passer quelques mois de plus? Donc voilà, c'est 9 mois de recherche pour trouver la stache parfaite avec Carole Hemming, je pense que j'ai écrit ça, qui est la maquilleuse de ce film, pour trouver la plus belle stache de tout l'Angleterre, parce que c'est littéralement comme ça qu'est décrit la stache dans les livres, donc il fallait qu'elle soit la plus belle, hein, voilà. Et je suis au regret de vous dire que ce n'est pas totalement les poils de Kenneth Branagh, c'est une semi-moustache, voilà. Pour tacler. Oui. Non, mais oui, il n'y a rien de spécial, en fait, dans le nœud de cravate. Mais c'est juste que j'aime bien. Les gens, ils sont tellement à la recherche du moindre détail. Enfin, ils veulent tout que ça soit parfait, que ils mettent des mois à trouver juste le nœud de cravate, quoi. Voilà. Alors, sinon, pour parler des détails, ils ont construit, donc, il y a réellement 2 trains, pas un, mais 2 trains qui ont été construits. Un pour les intérieurs, le deuxième pour l'extérieur. Ils ont aussi construit le pont. Vous avez vu la gueule du pont? Ils ont construit un pont. Ils s'en foutent. Et donc, ils ont construit le pont. Ils ont dû recouvrir tout ça de neige parce qu'en fait, ils n'ont jamais trouvé le pont qui les satisfaisait. Donc, voilà. Et ils ont tout recouvert de neige. Donc, voilà. Les 2 trains sont fonctionnels. Voilà. Non, le train extérieur, pardon. Le train extérieur est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer. Il comprend les wagons et la locomotive. Voilà. Jim Machin, alors il s'appelle vraiment Machin ou Machine, je sais pas comment on dit, c'est quand même à mourir de rire. Jim Machine ou Jim Machin et José March, donc c'est les 2 constructeurs du film, sont allés en Suisse, ça c'est pour Nouma, pour aller chercher les manuels de fabrication de la locomotive 484, qui est encore une des rares locomotives de l'époque qui est encore fonctionnelle. Et ils l'ont tellement bien reproduite que leur locomotive à eux peut reproduire de la vraie fumée. Donc ce n'est pas du CGI qu'on voit, c'est de la vraie fumée et tout est vrai. Voilà. La locomotive, elle pesait 22 tonnes
Il y a donc 4 wagons, le stockage, le lit, le wagon-lit, le restaurant et le salon, et tout ceci va peser 25 tonnes chacun. T'es mal la taille de ton wagon, de ton truc. Ça, c'est de la vraie fumée toxique. Voilà. C'est marrant parce que j'ai noté ça, mais après, je vais plus le faire parce que voilà. Non, pas 88, 22. 22 plus 25 plus 25 plus 25. Donc 28, non, 22 plus 25 fois 4, quoi. Le personnage de Pilar Estravador n'existe pas dans les livres. Pareil pour Beniamino Marquez, qui a été ajouté pour les besoins du film. D'ailleurs, Loud m'a demandé pour le deuxième film si, parce que dans le deuxième film, il y a une romance lesbienne, et s'il y avait de la diversité aussi. Je sais plus si tu as posé la question, mais je me la suis posée dans la même foulée. S'il y a de la diversité dans les livres d'Agatha Christie, eh ben, je n'ai pas la réponse parce que je n'ai jamais lu les livres. Mais en tout cas, dans les films, ils ont fait attention à ça, ils ont rajouté de la diversité, à la fois dans les pays de provenance, on va dire, des gens, mais aussi dans les relations sexuelles, interpersonnelles. Les gros woke, ouais. Putain, comment on prononce ce mot? Andreni, donc le personnage du danseur, est joué par Sergei Polounine, et c'est un réel danseur dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il fait des entrechats pour casser la gueule des gens. Ce film-là a été filmé avec une pellicule de 65 mm. Ah, donc c'est une pellicule pour de vrai qu'il va falloir développer. Voilà, qu'il va falloir développer. Sauf que le format n'est plus du tout fait dans le monde. C'est Terminado, la pellicule, sauf à Los Angeles. Pas de bol. Kenneth Branagh donc, est irlandais. Il va tourner d'ailleurs tout en Angleterre. Donc, il n'a pas de quoi envoyer les rushs tous les jours à Los Angeles, juste pour casser la gueule de la planète, juste pour trois bouts de film. Donc, ils sont gentils, les Los Angelesois. Ils ont décidé de se rapatrier, enfin, des gens vont se rapatrier à Londres et ils vont faire l'ouverture du premier labo capable de développer le 65 mm à Londres. Voilà, donc ils ont réouvert un laboratoire pour juste ce film. Los Angeles s'est déplacé à Londres, exactement. Je crois pas que la diversité soit... Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je n'ai pas la réponse, mais j'ose pas y croire, quoi. J'ai peu d'espoir. Oui, bah, je pense que c'est des gens qui sont venus et qui ont aidé, entre guillemets, l'équipe du film. Et peut-être que c'est resté, je sais pas, ça se trouve, c'est retombé dans la désuétude, parce que le suivant sera aussi au 65 mm, et après, il va passer au numérique pour le dernier. Il va pas venir tous les jours. Ça montre l'influence de Barda. Bah, c'est... Ouais, je sais pas si c'est l'influence ou c'est juste... Bah, c'est pour la beauté du cinéma. Je sais pas. Ou alors il avait juste la thune. Hein. La thune de faire venir des gens pour l'aider. Mais oui, c'est sûr que le budget, il devait être un peu plus conséquent. Et encore, vous allez voir, le budget est minuscule. Hein. C'est un tout petit film. Hein. Un sandwich, le film. C'est une ponte. C'est une ponte. C'est une ponte à 45 degrés. La gueule des transports en commun, ouais. 4 €, exactement. La gare d'Istanbul a été reconstruite, voilà, parce que quitte à faire des trains, autant faire la gare avec. Et ils sont quand même allés à Malte pour la scène d'ouverture qui est censée se passer au mur des Lamentations, donc à Jérusalem. Voilà, le cinéma est capable de vous faire sur la planète. Ah oui, putain. Non, mais attendez, donc des mois pour faire un nœud de cravate, ce n'est pas fini. Non, mais franchement, les gens qui ont fait ce film, c'est des putains de dévoués. Hein. Donc la personne qui était en charge de... Je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais même pas quel corps de métier c'est en réalité. Donc c'est la personne il y a une personne du film qui est partie, je sais plus où, dans quelle contrée, qui a dû suivre le chemin de l'Orient Express et qui a littéralement filmé tous les décors extérieurs. Et donc je crois qu'il y a 20 heures de rush ou plus
d'extérieur, donc de vue par la fenêtre, pour pouvoir les mettre sur des écrans, et donc il n'y a pas de fond vert. Il n'y a aucun fond vert sur le tournage parce que Kenneth Branagh voulait le moins de CGI et de fond vert. Donc toutes les fenêtres, tout ce que vous voyez derrière les fenêtres, c'est des écrans. Ouais, je sais pas en vrai. Non, je suis même pas sûre en plus. Je suis même pas sûre. Et donc tout est vrai. Et c'était tellement vrai que Josh Gad, donc qui est le personnage qui joue McQueen, a eu de motion sickness juste à regarder par les fenêtres. Le mec est tombé malade. Je suis pas dans un vrai train, mais je suis quand même en train de me dégueuler dessus. Voilà. Kenneth Branagh s'est fait dessus. Voilà. Un stagiaire, ouais. Non, c'était une meuf en plus, je sais plus. S'est fait dessus juste pour la scène où il est sur le toit du train. Voilà, le train n'est même pas en marche, hein. Mais bon, ça lui a suffi pour se chier dessus. Alors, d'où vient cette histoire? C'est tellement, j'aime trop parce que mes anecdotes n'ont aucun sens, tout est décousu. Comment est venue à Agatha Christie l'histoire de cette histoire? Enfin, ouais, l'histoire de cette histoire. C'est littéralement, bah alors elle prenait souvent l'Orient Express. Et un jour, elle s'est littéralement retrouvée coincée une journée dans la neige. Et donc, elle a commencé à imaginer voilà, ce qui pourrait se passer. Bah en fait, je crois que le train est littéralement sur un pont à je sais pas combien de mètres de haut. Donc en vrai, je pense que n'importe quelle personne doit être en train de se chier dessus, surtout sur de la neige. Ouais, je pense qu'on peut le comprendre, le pauvre. Qui faisait ça pour les séries Star Wars tournées au milieu. Oui, c'est vrai. Je me souviens de ça. J'avais vu. C'était avec Bébou Pedro, non? Un truc comme ça. Comme c'est la seule série Star Wars que j'ai vue. Terrible ce plan dans le wagon ouvert vers le vide. Putain, je m'en souviens déjà plus, mais oui, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est ça pour Mando, ouais. Euh, Alors, le livre est aussi inspiré d'un fait réel, mais alors c'est triste pour l'enfant, mais bon, le père était un vrai connard. En gros, le vrai fait réel qui part de la base de ce film, c'est le fils de l'aviateur Lindbergh qui a été kidnappé et tué. Voilà, donc c'est réellement ce qui se passe dans ce film. Et voilà. Et en fait, donc l'aviateur Lindbergh est connu à la fois parce qu'il est aviateur, il était connu, et en plus parce qu'il était un putain d'antisémite. Voilà. Lindbergh était pro-nazi, pour Hitler et contre le fait que l'Angleterre ou les États-Unis, je sais plus, entrent en guerre contre bah, le régime nazi. Voilà. Et dans le livre, Armstrong, ou alors dans le film, je ne sais plus, Armstrong, donc le personnage qui va remplacer Lindbergh, est lui juif, et il va y avoir plusieurs tacles dans le film faits au régime nazi. Voilà. Trop des woke. Pour son mari. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est là-bas aussi où bah, de toute façon, elle a beaucoup voyagé. Et c'est là où elle crée ses histoires, puisque Mort sur le Nil vient aussi littéralement d'un bateau qu'elle a pris au Caire. Donc voilà. Très limité cette tech. Attends, quoi? Je suis perdue dans ce que tu dis. Voilà. Et d'ailleurs, je finis sur l'histoire de Lindbergh. Donc, c'est Bruno Hauptmann qui a été jugé comme coupable de l'enlèvement et du meurtre du fils de Lindbergh. Il a été condamné à la chaise électrique, il en est mort, et en fait, des années plus tard, il a été prouvé qu'il était complètement innocent. Voilà. Elle a fait le tour du monde. Bah, pas vraiment, elle a juste fait... je pense qu'elle a juste fait le bassin méditerranéen parce qu'elle n'a pas été aux États-Unis. J'ai rien vu du fait qu'elle soit allée aux États-Unis, en Amérique du Sud. Asie, je suis pas sûre non plus. Donc je pense qu'elle a juste fait le bassin méditerranéen. Et le Moyen-Orient. À part de la technologie des écrans, oui. Les mains dans les fouilles. Les écrans englobant le set de tournage. Ah oui, oui, oui. Ça s'appelle le volume. Ah d'accord, ouais.
Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Bah déjà que tu peux pas bouger, enfin t'es englobé, quoi. Tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Ah d'accord, elle est en Afrique du Sud. Ah, je savais pas pour ça, ok. Bah j'ai pas vu, je les ai pas vus ça, donc j'aurais pas dit. Ils ont arrêté pour la saison 3 du Mandalorian. Il était coincé, il voulait sortir. Laissez-moi sortir! Euh, Alors, je vous ai dit que les costumes étaient faits sur mesure et ils ont essayé de respecter à la fois la période du film, donc de respecter comment c'était à l'époque, mais ils ont mis une touche de modernité, notamment pour le personnage du connard de ce film, à la fois dans le film et dans la ville, et à la ville, dont nous tairons le nom, bien sûr. On le voit bien, il a le costume en pneu euh, de, de Coin-Coin-Tuche. C'était une surfeuse, Déma. Euh, À un moment donné, il y a un insert sur un journal qui parle donc du kidnapping du fils Armstrong, de la fille Armstrong. Et si vous regardez bien et que vous êtes très attentif et qu'en plus vous connaissez le cast par cœur, eh bien vous verrez qu'il y a plein de membres de la prod qui sont glissés dans les intertitres. Donc on peut voir leur nom. Voilà. Le costume en pneu. T'étais pas là pour les tuches? Je ne sais plus si t'étais là pour les tuches. Euh, Il y a une actrice qui s'appelle Jacqueline Bisset qui a joué dans la version de l'Orient Express de 74 et qui qui a conseillé à Kenneth Branagh de faire très attention à la scène de la révélation, donc à la toute fin, euh, parce que en fait tout le cast est présent et donc ça leur fait des journées gigantesques et donc elle lui a conseillé de faire attention au timing et au planning pour que les actrices n'aient pas à tourner 14 jours d'affilée, toujours à la même place, quoi. Voilà. Donc il s'est adapté et il a fait toutes ses prises tout seul dans un coin et après il a convoqué tout le monde pour faire juste leur plan à eux et puis voilà. J'étais là pour les tuches, j'ai pas la ref. Dans le cinquième film des tuches, le tout petit fils enfin le dernier fils des tuches porte littéralement un costume en pneu, voilà. Et tout le monde lui fait remarquer que ça pue le pneu. Surfeuse dans Google Images. Euh... Attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, donc il y a beaucoup de... Kenneth Branagh, donc, qui est aussi réalisateur, a utilisé énormément la mise en scène par les miroirs. Dans ce film, on le voit assez bien, dans le suivant aussi, et dans le troisième, je crois qu'il n'y a pas trop pour le troisième. Mais dans les deux premiers, c'est assez visible. Notamment celui-ci, où vous allez pouvoir voir que tous les actrices, donc tous les coupables, potentiels coupables, sont filmés à travers une vitre qui va dédoubler leur image. Et donc, littéralement, la symbolique, c'est, eh bien, ils ont deux facettes. Voilà. Et il y a même, à un moment donné, pour William Defoe, 3 images de Duquesmet, parce que c'est pile au moment où Hercule Poirot lui dit arrête de te foutre de ma gueule, tu n'es même pas allemand, donc arrête avec ce truc, tu casses les couilles, quoi. Donc voilà. Belle utilisation de la symbolique du miroir, qui est capable donc de nous montrer les facettes cachées des gens. À la toute fin, donc la dernière scène, littéralement, c'est une reproduction de la scène de Da Vinci. On peut voir d'ailleurs qu'il n'y a pas, il n'y a pas de Judas, littéralement. Et la personne qui est au centre, qui est censée être représentée Jésus, c'est Caroline Hubbard. Et pour celles qui ont vu le film, c'est assez explicite. Putain. Euh, Alors l'intro où il casse les couilles parce que les œufs ne sont pas de la bonne taille et qu'il demande à récupérer des œufs qui seraient de la même taille. Alors soit c'est pour... Enfin il y a deux possibilités pour cette scène. Soit on la prend au premier degré qui est la plus simple, et j'avais pas du tout pensé à l'autre d'ailleurs. À la première possibilité, bah, c'est pour décrire le personnage, c'est-à-dire de montrer qu'il est littéralement atteint de TOC et de troubles obsessionnels compulsifs, et il faut que tout soit symétrique dans sa vie, sinon il est mal à l'aise. Et d'ailleurs, il va le répéter à plein de moments que s'il y a un déséquilibre, lui, ça le stresse. Et voilà, donc c'est peut-être une caractérisation du personnage. Mais
il y a aussi une deuxième façon de le lire, c'est aussi pour permettre aux policiers avec qui il va travailler ensuite, parce qu'en fait, il est en train d'attendre, à ce moment-là, il est en train de prendre son petit déjeuner, mais en fait, on va l'appeler pour résoudre une enquête qu'on aura compris grâce à l'introduction pour nous présenter le personnage. Et en fait, ça serait pour perdre du temps, enfin faire perdre du temps à l'enquête, enfin je sais pas comment expliquer ça, à la résolution. Enfin, il prend son temps, voilà, il prend son temps pour permettre au policier d'aller fouiller la pièce qui lui permettra ensuite de dire c'est toi le voleur, c'est toi qui as volé le machin truc là, j'ai pas suivi, le truc religieux quoi. Donc ça permettrait de faire passer le temps pour permettre aux flics de trouver ce dont il a besoin pour résoudre ce mystère. Voilà. Alors, à la fin du film, il y a un Quemé qui vient chercher Hercule Poirot pour lui dire « Ouais, il y a un meurtre sur le Nil et tout, tu veux pas venir ?» Alors, on pourrait croire que ça va être directement la suite, ça va être mort sur le Nil, mais pas du tout, c'est un autre crime qui sera résolu entre les deux films, et ensuite, il va se retrouver à devoir taffer sur la meuf, là, Lynette Ridgway. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'en fait, au tout début du film, donc il nous explique que lui, il veut que ça soit la symétrie. Il y a le bien, il y a le mal. Qu'il est arrogant, autocentré et égocentrique. Et en fait, au fur et à mesure de ce film, il va découvrir en fait, qu'il n'y a pas que le blanc, il n'y a pas que le bien et le mal. C'est une nuance entre les deux. Et qu'il doit plier face à la vie parce que ça lui remet ça lui remet en perspective et surtout ça lui casse ses croyances que tout n'est pas blanc ou noir. Il y a toujours du gris au milieu. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant, la morale, parce que c'est... Je vous ai dit, hein, moi je trouve que c'est très rare qu'un personnage d'enquêteur ait une personnalité aussi forte et qu'elle soit remise en question en réalité, soit par les personnages, soit par l'intrigue. Et là, on a les deux. Ah, je sais plus si dans celui-là, il y a quelqu'un qui lui met une grosse tarte dans la gueule. Dans le 2, c'est clair. C'était assez plaisant à voir. Mais je pense que dans celui-là aussi. Mais en plus, l'intrigue va lui mettre une grosse tartane dans la gueule parce que il est un peu, il a le cul entre deux, il a le cul entre deux chaises parce qu'il comprend les motivations de ceux qui ont commis un crime et donc il n'arrive pas à juger, cette enquête correctement, on va dire. Voilà. Je sais tous. Ah non, attendez, j'ai plein de trucs à dire. Encore, j'avais pas vu que j'avais un. J'ai toujours une petite marche pour des petits trucs à la con. Sa morale en prend un coup, ouais. Et même son côté, il faut que ça soit très équilibré et symétrique. Il y a 5 minutes de plan séquence à un moment donné, notamment avec une fin. Maintenant, la page 2, ouais. Et notamment la fin à 30, où la caméra, pardon, se termine à 30 mètres du niveau du sol, donc avec un énorme plan zénithal, et donc on voit tout. Et donc l'équipe de tournage a dû se planquer dans les coins ou dans la foule pour pas être repérée. Dans quelques minutes, se substitue à la justice, c'est pas ouf ça, en vrai. C'est pas incroyable, en vrai. Le tournage a duré 13 semaines. Le cast a joué au loup-garou pendant les week-ends pour s'occuper. Très drôle, vu qu'on sait ce que c'est que le loup-garou, quoi. C'est Michelle Pfeiffer donc, qui joue Eubard. Je sais plus comment elle appelle ça. Comment elle s'appelle Caroline Eubard, voilà. Qui chante la chanson de fin. Et qu'est-ce que j'ai écrit? Et elle est venue en avance, des mois en avance, pour faire voilà, pour travailler sa coiffure et la robe qu'elle va porter. Donc je vous ai dit, le tunnel de fin, c'est une référence à Last Supper ou à la scène de Da Vinci. Normalement, il n'y a pas de baignoire dans l'Orient Express, même dans les premières classes. C'était impossible. À l'époque, il n'y avait pas de baignoire dans ce train.
Daisy Ridley est gauchère, voilà, c'est très important que vous le sachiez. Dans le film, il n'y a donc pas de seconde classe, puisqu'on ne voit jamais les wagons de seconde classe, et il n'y a aucune personne de seconde classe qui sortira du wagon. Et le film a été nommé 35 fois aux Oscars, voilà. Sur Among Us. Référence au sexe. Ah bah, on en a trouvé quelques-unes des références. Après, la référence au sexe dans le 2, elle est carrément ouverte et, et dite, donc bon. Judi Dench au loup-garou. Putain, ouais, le casting est impressionnant, en vrai. Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer, Batman, Olivia Colman, Judi Dench, William Dafoe. C'est beau. 4 étoiles. 4 étoiles sur TripAdvisor. Qui embrouille William Dafoe de pourquoi il n'a pas fait ses tasks. Voilà, j'ai fini pour ce film-là. Est-ce que vous avez des choses à dire? En vrai, ce que j'aime bien dans ces 3 films, c'est que c'est beau. C'est très très beau. Alors, ça casse les couilles que ça soit un Agatha Christie, donc tu peux... Moi, la première fois, je me souviens que j'étais saoulée de ouf que c'était impossible à trouver, ça m'avait gavé. Je me souviens d'avoir été très déçue de la fin. Et c'est beau, et je pense qu'il y a plein de symboliques qu'on ne voit pas, notamment dans le 2. Je crois qu'il y en a vachement. Bon, alors, il y en a une qui est hyper visible, qui était un peu... Tu l'as vu? Tu l'as vu, pas symbolique ou pas? Pestache. Je me souviens du trailer, oui, c'est vrai. Et je me souviens, quand j'étais allée voir, je m'étais dit, ça me casse trop les couilles qu'il y ait le bip bip dedans. Et j'avais envie de boycotter le film, et en même temps, j'étais en mode, putain, j'ai envie d'aller voir le film, il me pète les burnes de l'avoir mis dedans. Et après, j'ai découvert ce qui lui arrive au personnage, j'étais en mode... D'ailleurs, c'est marrant, dans le 1 et le 2, tous les connards, tous les acteurs qui sont des connards aussi dans les films. Voilà. En vrai, tu peux trouver... Non, c'est impossible à trouver. Pas celui-là. C'est impossible parce que, justement, on te précise pas... Enfin, c'est trop, quoi. C'est trop, trop. Dans le 2, tu vois, j'ai trouvé. Parce que c'est un peu moins trop, trop. Mais dans le 1, enfin, dans celui-là, c'est impossible à trouver. Personne n'attendait une adaptation du crime. Arrive avec un film au casting incroyable dans une musique de rap. Mais non, je l'ai pas vu, je me souviens pas de la musique de rap. Le dosseur violent, il m'avait gavé. Oui, c'est vrai qu'il avait, putain, il a 2 scènes et ça n'a aucun sens. C'est la deuxième adaptation du roman. Oh, il y en a eu plein, hein, des adaptations du roman, hein. Mais c'est juste que Numa, il disait à ce moment-là, personne ne s'y attendait, quoi. Enfin, le film n'avait pas fait de bruit avant. Est-ce que c'est voulu d'avoir mis les pourris dans les rôles qu'ils ont eus? Oui. Voilà. Je trouve qu'on peut. Après, le plus facile, c'est le 3. Le plus facile, c'est le 3, j'avais pas trouvé à l'époque. Là, j'ai revu et je vois les indices qui ont été disséminés par le film. Donc ça va. Mais le 1, moi, personnellement, je trouve qu'on le... Bah, là où tu l'as vu, tu l'avais pas vu, toi. Toi, tu l'as découvert, le 1. Pour voir. Bébé, viens mon bébé. Oui. En fait, t'es tellement pas habitué. En fait, le problème, c'est que on peut pas en parler parce que sinon, je spoil la fin du film. Mais le fait que... Voilà. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu l'avais commencé. Oui, mais t'avais pas la fin. Si tu l'as commencé, c'est que t'as pas vu la fin. J'avoue que là, j'étais énervée aussi de comprendre la fin parce il faut les derniers éléments pour tout saisir. Mais moi, c'est vraiment que c'est... En fait, c'est tellement pas classique que tu peux pas deviner. Que si on avait trouvé avant, c'était juste au pif. Bah, en fait, c'est le principe justement d'un whodunit, c'est que tout le monde a des raisons de tuer la personne. Et à la fin, il y en a forcément un ou deux tu vas dire le nom des coupables. Il y en a forcément un ou deux qui ont fait le coup. Alors au début, t'as tes guesses, voilà, tu dis trucs. Et après, tu te dis, bon, alors attends, c'est trop facile. Enfin, si certains sont vraiment trop faciles, tu dis, non, ça peut pas être lui. Comme par exemple, McQueen.
McQueen qui est désigné à plein de moments comme étant le responsable, tu te dis, bah non, c'est trop évident, ça peut pas être lui. Donc tu vas voir ailleurs. Mais le problème, c'est que là, c'est même pas un ou deux. Et c'est ça le problème de ce truc-là. C'est de réussir à trouver les fausses pistes. Oui, mais c'est pour ça que j'ai commencé direct par dire qu'elle me casse les couilles, Agatha Christie, parce que vraiment, elle sort les trucs du chapeau, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas honnête. Parce que c'est facile de dire, de donner des indices aux gens, et puis après de dire, non, mais en fait, c'était pas des vrais indices. C'est trop facile, en fait. C'est comme si t'étais dans une narration interne au personnage, et puis en fait, finalement, le livre te sort des trucs que t'aurais dû voir, mais en fait, non, tu pouvais pas parce que t'es en narration interne, donc hop là. Voilà. Il était bien le jeu d'acteur en VO. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est moins pire que Golandai. Ah oui, mais on n'est pas en dénivellement vers le bas, là. On est juste en train de juger une meuf qui fait nimp. Un tel et tel. Ah bah, de toute façon, c'est la VF, Loud, hein. C'est le problème de la VF. C'est pour ça que moi, je regarde jamais en VF, parce que bah, je suis pas sûre de doublage. Moi, je regarde que en VO. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de poser cette question, parce que, voilà. Normal, c'est de la VF. Après, je veux pas critiquer la VF non plus, mais c'est sûr que ça sera... Enfin, t'as un risque que ça soit mauvais, quoi. Surtout passer maintenant où ils ont l'air de plus faire trop d'efforts. Donc voilà. Donc je trouve que celui-ci est trop hardcore. Enfin, tu peux pas... enfin, c'est très dur à deviner. Ou alors, il faut qu'on te précise que ne cherche pas, tu trouveras pas. Voilà. L'accent belge. J'avoue que ça m'a un peu gacé, l'accent belge. En plus, ils ont fait n'importe quoi avec le personnage, parce que donc, Hercule Poirot étant belge, c'est un belge immigré en Angleterre. Et en fait, dans le 2, ça a posé problème. Parce qu'en fait, ils n'ont pas respecté ça. Donc ça devient nimp. En fait, ils ont tordu des trucs et ça devient un peu what the fuck. Et, et en vrai, tu te demandes pourquoi il a... Parce que c'est même pas l'accent belge, en fait. C'est l'accent anglais qui imite l'accent belge. Ah, monsieur. Voilà. Il a un accent français. Oui, en plus. Il dit pas une frite une fois. Des frites, des frites, des frites. Ah, monsieur, une fois. Il dit pas ça, hein, c'est bizarre. Il dit même pas fieu. Oh, fiou, là. Voilà, donc je pense qu'on se fout de la gueule du monde. Non, mais ça va. Ça va. En fait, c'est nous parce qu'on est francophone, donc on rigole de ça, mais les anglophones doivent être en mode oh là là, so authentique! Oh, il a dit monsieur. Hein. D'ailleurs, c'est trop marrant, mais il y avait des actrices. C'est dans Mort sur le Nil, je crois. Il y a une actrice, elle prononce trop bien les mots en français. Et j'étais en mode, mais attends, elle est française ou pas? Et c'est pas une française, hein, c'est pas. Je crois pas que ça soit une française. Et j'étais choquée à chaque fois, j'étais en mode, mais putain, comment elle prononce trop bien en fait. Fieux. Mais je sais comment ça se prononce, fieux? Parce que ça, je connais pas, fieux. Je connais que le une fois, tellement cliché, quoi. Il y en a qui parlent bien et faire, ouais. Donc voilà. Mais j'avoue que j'ai adoré, j'adore son accent. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas l'accent belge, quoi. Ni français, ni rien. Fieux. C'est Jodie Foster, voilà. Exactement. Comme vieux, mais avec un F. Fieux. Bah, je connais pas. Vous avez une bonne raison de tuer cet homme, fieux? Ouais, j'ai jamais entendu, en vrai. Never ever. Alors, est-ce qu'on passe au point moula? Pour passer au deuxième. Le deuxième avec quand même un gratin. Un gratin faisandé, hein, en actrice. L'inspecteur Canardo. Ah bah, ça se trouve, c'est Canardo qui parlait comme ça. Hein. Ah, Tintin. Bon, bah non, ça fait deux personnes, alors non. Je sais pas. Alors, le budget de ce film, un sandwich, je vous ai dit, 55 millions. C'est vraiment très très peu. Hein. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est très peu. Vous pensez qu'il a récolté combien? Je vous rappelle, le casting est transcendant. C'est plus que 100 millions. C'est plus que 150. Vas-y, c'est plus. 800 millions, c'est beaucoup trop.
Le budget, 2 trains, un nœud de cravate et une moustache. Mais vous vous rendez compte que 55 millions, ils ont fait un train. 350! Allez, je te l'offre. Hop là, 352! Regardez ce stand! La violence, en vrai. C'est extrêmement violent. Ça, c'est un stonks. Voilà. Alors, c'est en 2017, nous sommes post-Covid, pré-Covid. Donc, ça s'explique aussi. Donc, le casting explique, mais aussi le fait qu'on soit avant le Covid. Pas mal, voilà. Un 6 sur 10. Et on enchaîne avec Mort sur le Nil. Si mon iPad va bien, voilà. Oh là là! Donc, j'ai oublié de mettre un caca sur cet homme. Ah, merde, vous ne pouvez pas le voir. Derrière la dame en rouge. Voilà. C'est un autre caca. Qui sort du film saoulé pour avoir réfléchi pour rien. Alors, Mort sur le Nil, sorti en 2022. C'est qui? Eh bien, je ne le connaissais pas. C'est Russell Brand. Voilà. Lui aussi, accusation de viol, plus VSS. Donc, bien sûr, Armie Hammer aussi, hein, 2021. Ça sera le dernier film des deux, là. Comme quoi, ça marche. Un pote de l'autre du film d'avant. Oui, c'est ça, exactement. Bizarrement, l'autre d'avant, il continue à faire des films. Alors, Sophie Okonedo, donc celle qui joue Otterburn, a appris à... Burn, hein, je vais le dire. À chanter et à jouer de la guitare pour le film, parce qu'avant, elle savait pas du tout le faire. Ce qui est assez impressionnant parce que elle chante hyper bien et très stylée. Alors, est-ce que c'est sa voix? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ressemblait. L'autre d'avant voulait mettre ce type-là dans les films de pirates. Ah, d'accord, je savais pas. Le tournage s'est fait de façon chronologique et c'est très très rare normalement. Un planning de tournage, ça se fait soit en fonction des lieux, soit en fonction des actrices. Donc c'est toujours dans le désordre et toujours le bordel. Là, c'est vraiment tournage chronologique. Voilà. Le tournage a duré était 5 jours par semaine, pardon. Et les samedis étaient réservés aux répétitions. Et le tournage a duré de septembre à décembre 2019. Ils ont démarré. Allez, battez-vous! Alors, si vous entendez du bordel, c'est bébé qui a dû chier, donc je vais pas tarder à être enfumée. Oh, hier, elle m'a fait un caca explosif. C'était superbe. Burne basse. Non, c'est une meuf. C'est la dame qui est noire. D'ailleurs, on aura une anecdote sur elle. 13 semaines ont été nécessaires pour construire l'hôtel Cataracte d'Aswan. Le temple a été reconstruit à la même échelle que le vrai temple originel. Voilà. Normal. Donc, le temple fait 20 mètres de haut et 30 mètres de profondeur. Il a fallu 30 semaines pour construire le bateau qui fera 72 mètres de long, 15 mètres de large et 13 mètres de haut. Et il fera le modique poids de 225 tonnes. Voilà. Ce n'est pas un vrai lac que vous voyez, c'est de la CGI. Ils ont reproduit l'eau en version CGI. Donc, il y a un petit peu d'eau, mais pas vraiment beaucoup. Ils ont tout refait, voilà. Et le bateau s'inspire du réel bateau qui s'appelle le PS Soudan, dont Agatha Christie a fait a vogué dessus, quoi. Voilà. Et je les plans en Suisse. De construire une baraque. Mais en vrai, oui. Oui. Les accessoiristes et les personnes qui construisent des décors sur les tournages, oui, sont c'est des menuisiers, c'est des mécaniciens, etc. Ils savent tout faire, hein. C'est juste que leur métier sert à faire du cinéma, quoi. Il n'y a pas de pont, mais un temple. Ils ont recréé un Nil, ouais. Ils auraient pu, hein. Ils sont capables. Rigole pas, Nouma, on en reparle au 3e film. Des pyramidiers, exactement. Alors, pourquoi il est sorti en 2022 alors que je vous ai dit que le tournage s'est passé en 2019? Alors, je veux bien que la post-prod soit gigantesque, sauf que là, en réalité, il n'y a pas tant que ça de CGI, il n'y a pas de trucs comme ça, donc ça ne s'explique pas en réalité. Sauf que bien sûr, 2019, qu'est-ce qui se passe en 2019?
Bravo Loud. Déjà, le tournage a pris du retard et ensuite, il s'est mangé le Covid en pleine gueule. Donc, ça a été reculé en 2022. Et ensuite, les accusations de viol contre Armie Hammer ont décalé encore plus la sortie du film parce que ils étaient dans la sauce. Voilà. Le film a été interdit au Koweït parce qu'il y avait Gal Gadot, je sais plus, l'autre, la sioniste, dans le film. Voilà. Bravo le Koweït. Je rigole plus. Je veux une maison de 80 mètres carrés, 2 chambres, une terrasse, un petit jardin. Pour les premiers films, du sorcier au front zébré. Ils ont construit la maison du... Ouais, mais elle est toute petite, la maison du demi-géant par rapport à tout le bordel. Qui tente un retour. Là, il revient, il tente de revenir, là. Parce que normalement, c'est son dernier film, là. Enfin, en tout cas, là, pour l'instant. Quand Hercule Poirot, il parle de ça, d'aller cultiver ses petits légumes, là, et son plan pour la retraite, c'est une référence au Mordeur de Roger Ackroyd. Voilà. Putain, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est illisible. Oh merde, qu'est-ce que j'ai écrit? Il y a aussi une ref à... Merde, je sais pas. Ça commence par idiot. Dumb quelque chose. Et il y a aussi une référence à la nouvelle On the Case... non, quand il parle de l'Arundel Case. Arundel Case. Voilà. Leur donner un os à ranger. Comme ça, ils peuvent l'utiliser pour le prochain film. Oui, j'avoue. Tente un retour. Ah ouais. Non, t'as pas Agatha Christie qui écrit Dumb and Dumber. Vous l'aurez appris sur ce live. D'avoir une maison hantée. Ils ont fait une réduction drastique du nombre de personnages pour éviter les confusions. Déjà qu'il y en a beaucoup dans les films, donc voilà. Donc ils ont vraiment réduit des personnages, ils les ont mixés les uns entre les autres. Par exemple, celle qui a une aventure lesbienne avec sa go, là, normalement, elle était accompagnée donc de sa go, qui n'était pas lesbienne, et d'un autre mec. Et le mec, allez, ça dégage, on n'a pas besoin de toi. Au revoir. Alors, le bijou que porte Lynette, donc bijou qu'on peut voir littéralement dans son écrin Tiffany & Co. Donc, c'est designé littéralement par la bijouterie très connue Tiffany & Co. Et c'est un redesign du plus gros diamant jaune volé, bien sûr, en Afrique du Sud. Donc, un diamant jaune qui existe vraiment dans la vraie vie. Et que seulement 4 meufs ont porté pour de vrai en public. Donc, il y aura... Sheldon Whitehouse au bal de Tiffany en 57, Audrey Hepburn qui est un des... Nouma-Baturement claque sa moula pour 100-bas monstro. Mais... Merci beaucoup. Mais pourquoi il claque sa moula maintenant? On dirait qu'il a juste cliqué sur un bouton et non mais attendez, je voulais pas payer en fait. Merci beaucoup Noma pour l'abonnement offert à 100. Et bienvenue sur The Live. Qu'est-ce qui s'est passé Noma? Il avait un abonnement qui traînait. Donc Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, très connu. Très connu, la représentation de ce diamant. Je n'ai pas vu le film, mais je connaissais cette anecdote. Donc sorti en 61. Lady Gaga aux Oscars de 2019. Et Beyoncé pour la campagne de Tiffany en 2021. Actuellement, je voulais effacer un truc... Mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Comment ça, j'ai voulu effacer un truc sur mon écran? Attends, il y a un pop-up, t'as cliqué dessus. Mais attends, quoi? T'as payé parce que tu voulais virer un pop-up? Il faut pas faire ça, hein. Merci. Ces 2 € seront très bien investis, ne t'inquiète pas. Alors, ce diamant jaune, pour de vrai, il est censé
coûté la bagatelle de 41 millions de dollars. Mais bien sûr, Tiffany en a fait son égérie et le fait que ça soit monté comment on appelle ça, en mayonnaise, il serait capable de le vendre 100 millions de dollars. Voilà. Et sachez que 100 millions, c'est plus que le budget de ce film. Donc juste un diamant vaut plus que l'entièreté de ce film. Voilà. Ça fait mal. Alors, Sabine Otterborn est une référence à une vraie personne qui a existé et je ne connaissais pas et je suis trop contente d'apprendre son existence. Elle s'appelle Rosetta Tarp et c'est littéralement l'inventrice, ou en tout cas elle est surnommée la grand-mère du rock'n'roll, car elle a mêlé du gospel avec du blues et elle y a ajouté des rythmes de rock. Et on peut l'entendre dans le film. C'est vrai que c'est assez cool. Voilà. Encore coûté 50 000... Non, un peu plus cher. Un peu plus cher, mais moins que 100 000 balles. 100 000 balles. Voilà. Très très cool. Donc Rosetta Tarp. Presque aucun actrice n'utilise son accent d'origine. Voilà, donc ils ont tous échangé leurs accents entre eux. J'ai pas noté les moves. Et sinon, Ali Fazal, qui joue un Arménien dans le film, est en réalité un Hindou. Voilà. Donc je vous ai dit, Armie Hammer et Russell Brand, c'est leur dernier film. À l'heure actuelle, on croise les doigts. Parce qu'ils ont été accusés de viol et de VSS en 2021 et 2023. Le jeu du palais qu'on peut voir dans le film, là, où ils poussent des petits machins sur le pont, c'est un jeu qui existe encore de nos jours sur les bateaux. Voilà, en même temps, c'est tellement facile à mettre en place. Tu mets juste des traits pour faire comment ça, le terrain, et puis basta, quoi. Il y a à nouveau la technique des miroirs et des vitres déformantes, notamment quand Poirot, il est pas yimbe parce que c'est le deuxième meurtre, je crois, et il est en mode wouh, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de faire un bad trip. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que dans le premier film, il y a un suicide du meurtrier, sauf que ce suicide dans le premier film ne fonctionne pas, alors que dans celui-là, il va fonctionner. Voilà, et on remarque bien que les victimes sont en fait des connards, eux aussi. À la fois, les personnes qui tuent et les victimes sont des gros connards en réalité. Voilà, et le body count est de 5. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Dans le 1, ça sera 1, et dans le 3, ça sera 2. 2 ou 3? 3? 12. 12 cadavres en colère. Sacré tombeur, ce Hercule, ouais. Les connards se butent entre eux, laissant faire, c'est tous des riches en plus, donc ouais. Il n'y a que Kenneth, oui, c'est ça. C'est un Hunger Games. Normalement, dans le livre, normalement, dans le livre, Poirot est 30 ans plus vieux que dans ce film. En fait, c'est parce que comme ils ont tout modifié la vie de Poirot pour les films, ils en ont fait un jeune pendant la Première Guerre mondiale, donc ça fait qu'il y a 30 ans d'écart avec le livre. Et d'ailleurs, c'est un peu le bordel parce que je vous ai dit, donc il est censé être belge, censé être rapatrié en Angleterre pour se sauver justement de la guerre. Et il était pas, comme c'est un réfugié, il n'est pas censé combattre pour l'Angleterre à ce moment-là. Sauf que là, ils l'ont mis quand même dans la team belge et tout, donc c'est un bordel. Voilà. Littéralement, un des personnages nomme le trouble de Hercule Poirot comme il est obsessionnel. Et en fait, on remarque bien qu'il est atteint de TOC, donc du trouble obsessionnel compulsif, qui normalement, le plus connu, c'est de vérifier 14 fois sa porte si elle est bien fermée, le gaz, etc. Donc c'est des gestes qui sont répétés en boucle pendant très très longtemps. Pour vérifier des trucs. Et lui, c'est plutôt que tout soit ordonné, qu'il n'y ait pas de trucs qui dépassent et tout, ça le stresse. Lui, il est plutôt sur le
le visu que sur le stress, quoi. La saison 5 de Fargo. Oula, il y a 5 saisons de Fargo. Et on pourrait penser que le TOC est un trouble qui a été nommé récemment, mais en fait, pas du tout. C'est un trouble psy qui a été étudié et documenté depuis 1877 par Karl Westphal. Voilà. D'ailleurs, on peut remarquer que les prises de vue, quand on s'intéresse à Hercule Poirot, sont plutôt symétriques. Dans la majeure partie du temps, ils essayent de mettre la symétrie quelque part. Et quand ça s'intéresse à d'autres personnages, la symétrie saute. C'est pour bien signifier qu'il a besoin de cadre et de symétrie dans sa vie. Et c'est dans ce film aussi qu'on apprend pourquoi la stache est aussi grande et aussi marquante. Et voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Oui, c'est ça. Ok. Et voilà. J'ai fini pour ce film-là. Donc ce film-là, effectivement, on peut trouver qui sont les responsables de la mort de 5 personnes. Ça fait beaucoup là, non? Donc ça va, celui-là est ok. J'ai trouvé qu'il y avait des plans absolument magnifiques dans ce film. Et pourtant, c'est des plans qui n'ont aucun intérêt, entre guillemets. C'est c'est une meuf qui marche et une ancre qui tombe sous l'eau. Et c'est la fin de Mort sur le Nil, le film. Clap de fin. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce film? C'est de réfléchir. Ah oui, la symbolique avec des gros sabots, c'est qu'on voit des animaux tuer d'autres animaux, mais vraiment avec une subtilité pouah, sans nom. Sans nom. C'est en gros plan devant toi et t'es en mode, c'est bon, je l'ai compris, c'est bon, arrête. Calm down. Est-ce qu'on passe au point moula? Alors le film, il a eu un budget de 90 millions, donc un peu plus que le précédent. On pouvait mener l'enquête, mais l'enquête était nulle. Mais putain, là, il est jamais content. Ah, je peux pas trouver. Ah, je peux trouver, mais c'est trop facile. C'était pas si facile, en vrai. C'est parce qu'on est des trop bons enquêteurs, c'est tout. Donc, 90 000 euros. Vous pensez qu'il a récolté combien? Je vous rappelle qu'il est sorti en 2022. Toi aussi, t'as trouvé direct. Bah, j'ai douté, mais... Mais après, moi, j'ai été aidée. Je te rappelle que j'avais lu ça, moi. Donc, je savais déjà des trucs. C'est vraiment dit. Ah, le sel est terrible. 350, c'est trop. Ouais, c'est pour ça que je précise bien 2022. C'est trop encore. 180, c'est trop. Ah ouais, le downgrade est fabuleux. 150, c'est trop. 120, ah, on s'approche, ça y est. Vous pouvez ralentir. Ah, c'est pas assez 120. 140. Ah, on est presque à 140 là. Je veux juste que Nouma, il pète toutes ses touches de... Ah non, c'est bon. 137. Voilà. Le premier était une exception à la règle. En vrai, c'est bizarre, la différence nette de... Alors, par contre, c'est vrai que Mort sur le Nil, j'ai vu passer, je pense, les affiches et je n'ai rien vu d'autre dessus. J'ai l'impression qu'on avait très très peu en parler. Le clavier à l'habitude, oui, c'est vrai. La souris aussi. Donc voilà, j'avoue que la différence est assez spectaculaire, quoi. Ouais, le cinéma tire la gueule, ouais. Voilà. Alors, on enchaîne avec Mystère à Venise, donc sorti en 2023, que j'ai donc vu au cinéma, et j'avais adoré la bande-annonce, ça me donnait trop envie d'y aller. J'ai pas été déçue du ride. Je trouve que l'ambiance, elle est incroyable dans ce film. Et d'ailleurs, tu précises Venise, normalement, l'histoire se passait en Angleterre, sur plusieurs jours, et le scénariste a décidé de tout raccourcir en un jour, et de transposer ça à Venise, quoi.
Le premier film s'était fait dézinguer? Ah bon? Ah, j'avais pas entendu parler de ça, parce que moi j'avais bien aimé, à part que tu peux pas deviner, mais ça c'est propre à Christie, c'est pas la faute du film. Ah, j'avais trouvé ça très bien, hein, très beau. Ouais, moi c'est mon préféré aussi, le 3. Parce que j'aime trop. En fait, je m'en bats les couilles de l'enquête dans ce film. C'est vraiment pour l'ambiance que je le kiffe. L'enquête à côté, elle est faiblarde et je m'en fous, mais voilà. En plus, il tue un personnage que j'ai bien aimé. Il était mignon, lui. Il méritait pas de mourir. Ouais, je l'ai vu au ciné aussi. Alors, c'est basé sur le conte, enfin, la nouvelle qui s'appelle La Fête du Potiron. Voilà, c'était pas une vanne. Mais vous ne retrouverez plus jamais ce titre, puisque c'est depuis 99, La Fête du Potiron a changé de titre et il s'appelle maintenant Le Crime d'Halloween, que je trouve bien plus triste comme titre. Qui apprécie les films. Ah ouais? Oui, c'est vrai que sur son critique, toutes les personnes que je suis leur ont mis des très mauvaises notes. Genre 5 et tout, et je suis en mode, mais quoi? C'est très bien. Je viens de rire comme Jaja. En même temps, c'est trop stylé. La fête du Potiron. Ouais, ouais, littéralement. The Butternut Fiesta. Donc il s'écoule 10 ans entre les deux films. Poirot, il est tout triste. Il est ravagé par la Deuxième Guerre mondiale qu'il a dû faire. Même si c'est pas réellement mentionné dans le film, c'est un peu en sous-texte. On le comprend avec le personnage du docteur, qui lui aussi est traumatisé. Voilà, mais c'est pas giga explicite non plus, hein. Pour une fois, c'est un peu subtil. Le tournage a duré de octobre à décembre 2022 à Londres et ils ont fait quand même quelques prises de vue à Venise en janvier 2023. Donc tout ce que vous voyez, la Saint-Marc, le pont des Soupirs, etc., c'est vraiment à Venise et tout le reste a été fait en studio. Et c'est là où on va pouvoir rigoler à nouveau, Nouma, puisque tu as dit « Ah, ils n'ont pas refait le Nil quand même !» Eh bien là, ils ont fait un bassin entier pour les gondoliens, les gondoles, quoi. Un canal littéralement de 10 mètres de large pour pouvoir passer des gondoles et foutre le décor. Le décor n'est pas un bâtiment complet, c'est plutôt plein de petits bâtiments les uns à côté des autres dans lesquels on peut passer de porte en porte. Voilà, donc en fait, la tour qu'on voit qui représente le palais, le palazzo, est en réalité plutôt horizontale que verticale. Euh, mais ça permettait plus facilement de se déplacer avec les caméras. Et sinon, quand on voit le palais en entier, eh bien, c'est une maquette. Voilà. Très bien. Il vient ici pour soupirer. Je sais plus pourquoi ils appellent le pont des soupirs. C'est pas là où il... Je sais plus. Mais oui, c'est un rapport avec la tristesse, mais je sais plus pourquoi. Le maître budget. Ah, il faut se sortir les doigts, là. C'était un passage pour les condamnés. Ah, bah voilà. Ok. Ils étaient tristes. Et c'est triste. Donc finito le 65 mm, comme je vous ai dit, on est passé au numérique parce que là, il fallait capter les bougies. Donc il n'y a pas d'éclairage autre que des bougies ou des appliques qui rentrent dans l'ambiance du film. C'est pour ça qu'il y a cette patte, cette lumière très particulière dans les intérieurs. Et d'ailleurs, j'avais oublié l'utilisation du fisheye comme Jaja, notamment avec une porte qui est ronde, enfin qui est un peu comme ça, et c'est trop stylé le plan que ça fait, c'est un plan zénital en fisheye, et donc ça fait que la porte, elle est trop bizarrement chelou. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Euh, Parce que les détenus passaient dessous sur le chemin de leurs exécutions. Mais vous savez ça d'où? Bah de leur culture générale. Moi je l'ai oublié, mais je l'ai su aussi. Disons, tu tapes Pont des Soupirs sur Internet, tu vas avoir la réponse. Marcel refait Venise, va te faire... Ok, net, j'en ai marre, je vais tout mettre dans une caravane dans la flotte. Le mec était jugé dans le palais des Doges et passé dans la prison derrière par le pont des Soupirs. Il soupirait car la fenêtre du pont devait être leur dernière vue sur l'extérieur. Terrible. Ouais, 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 bah ouais. Nous, on n'avait pas ça, mais on avait un chemin à Paris pour aller à la guillotine. C'est dans la biographie de Robespierre le Bro
que j'ai appris le chemin. Et même que... Alors en vrai, pour Robespierre, ils lui ont fait le grand tour. Hein. Ah, les salopards. Normalement, je crois que c'était 30 minutes de calèche pour aller de je sais plus quelle prison, bah de la conciergerie, je pense, à la place où il y avait la guillotine. Et je crois que pour lui, ça a été 1h30, 2 heures de calèche. Et il avait la mâchoire défoncée à ce moment-là, parce qu'il s'était mangé un coup dans la gueule. Donc il avait la mâchoire qui tombait à moitié. Et ils lui ont fait 2 heures de promenade, les salopards. Ce sarcophage qui s'envole. Comment avait en effet la particularité d'être un pont totalement fermé. Ah oui, c'est d'accord, il passait à l'intérieur comme ça. Seulement d'empêcher que l'on puisse entendre les cris et lamentations des condamnés, mais aussi pour que l'on ne puisse pas les voir. Le fait que le pont soit totalement fermé était également une assurance pour la sérénissime que ces prisonniers ne pourraient essayer de s'échapper en le franchissant, sinon la tentation... Bah ouais, dans ma tête, on pouvait passer dessus et je me disais, ah mais ça se trouve, il y a des gens qui se sont suicidés, mais non, pas du tout. Et il est beau en plus, le pont, hein. Sacré pont. Vous oubliâtes le TTS dans cette magistrale explication. Putain, j'ai cru que j'avais écrit porno, mais non, c'est promo. La promotion de ce film a été réduite parce que le film est sorti pile pendant la grève des scénaristes et actrices qui s'est déroulée en 2023. Et comme Kenneth Branagh en faisait partie, pas de promo non plus pour lui. Donc vraiment, si vous n'avez même pas votre réalisateur pour faire de la promo, c'est finito. Donc, ça expliquera pourquoi il y a eu très peu de gens qui sont allés le voir. Retenez bien cette anecdote. Le film est sorti au pile le jour du 133e anniversaire d'Agatha Christie. Bravo. Sauf qu'elle était déjà dead, hein, bien sûr. Elle est dead et redead. Alors, les effets de frousse, j'ai appelé ça, donc les effets où les actrices ont eu peur, les lumières, les portes qui claquent, etc. C'était... tout est vrai, c'est-à-dire que les actrices n'étaient pas dans la confidence et ne savaient pas ce qui allait se produire. Il n'y a que Kenneth Branagh et son équipe technique pour gérer les portes qui claquent qui étaient au courant de tout ça. Et donc, à la caméra, on voit les vraies expressions et les vrais sursauts des actrices et donc des personnages. Voilà. Et à un moment donné, on parle d'un camp de concentration à Bergen-Belsen et c'est littéralement le camp de concentration où est morte Anne Frank, donc la célèbre petite fille juive qui a écrit qui a écrit son journal et qui a été publié. Voilà. Je trouve ça trop bien. Ah, les trucs de frousse là. Que je vous remette le TTS de Priap. Le porno de ce film a été réduit. Alors que c'est le 2, hein, le porno. Coupé. Oui, ça sera ça. On tape la bordel de... d'Hercule Poirot, ça permet de jouer sur le fait que lui n'aurait pas peur si son acteur sait quand ils vont arriver les trucs que les autres savent pas. Encore un moyen... Ah oui, c'est dans ce film-là où vraiment Michel Yeo, elle lui met une tartine dans la gueule, là. Ça fait bien plaisir. Mais le mec, il est mort à l'intérieur. C'est comme moi quand je joue aux jeux vidéo, quoi. C'est ça, en fait. C'est juste ça. Regardez. Oh là là. Une rétrospective finie. Bam. Oui, c'est ça. Mais le pire, en plus, c'est que moi... Yeo. Et il faut juste changer le A en E et c'est bon. Enfin, en E et c'est bon. Non, c'est bon, tu l'avais bien écrit en premier. Oui, c'est vrai qu'en plus, dans la vraie vie, vraiment, je poker face. Mais j'ai peur, hein. Enfin, s'il y a un truc qui va claquer, que j'ai peur, souvent, je vais juste faire... Mais voilà, je vais pas... je vais me contracter, et c'est tout, quoi. Mais ma sœur aussi, ça me fait trop rire. On a le même réflexe avec ma sœur. Yaoi, exactement. J'ai peur, mais en dedans. Mais exactement. Et ma sœur, c'est pareil, et donc, on est obligé d'exagérer quand c'est notre nièce, enfin, quand c'est mes nièces ou ses filles. On est obligé d'extrapoler, parce que sinon, ça marche pas du tout. Genre, elles nous font peur, en mode... L'enfant est déçu. J'ai comme un doute. Voilà. Eh bien, j'ai terminé pour ce film. Regardez, littéralement, ça s'arrête là. Voilà, je n'ai rien trouvé d'autre.
La daronne à Jaboutupaki. J'avoue, respecte Michel. Elle est trop belle. Trop mignonne. D'ailleurs, Loud a fait un arrêt sur image sur la scène de la pomme, du serpent et de la pomme dans la Bible. Le serpent qui donne la pomme à Ève. Et je lui ai sorti un petit laïus là. Une petite explication symbolique. Et pourquoi ce screen était en fait hyper parlant pour l'histoire. Pomme la chanteuse, ouais. Elle a été donnée, le serpent a donné Pomme la chanteuse à Ève. Voilà. Il a juste fait un screen et moi je suis partie en mode attends, j'ai une thèse sur ça. Moi des fois j'ai peur et ça me paralyse et je réagis pas. Des fois un petit truc apparaît et je pourrais te bondir dans les bras. Oui bah oui c'est logique. Moi aussi hein, quand il y a un insecte qui me tombe dessus et que je l'ai pas vu, je fais des bonds. Parce que je gère dans Tigre et Dragon. La page est vide parce qu'intégralement. Oui oui je sais j'ai vu. Voilà c'est bon vous avez vu. Alors le budget est de 60 millions. Donc un tout petit peu plus que le premier film, mais c'est tout. Vous pensez qu'il a récolté combien? J'espère que vous avez écouté les anecdotes du film. 100 000, c'est un peu plus. La matrice d'horreur, alors faut y aller pour me faire peur. Peut-être pas à être une nerveuse. Bah, j'ai eu très très peur pendant très longtemps des films d'horreur, et puis maintenant je suis poker face devant, donc ouais. 120 000, c'est quasi ça. 122 millions. Voilà, donc c'est terrible, hein. Regardez la gueule des courbes. C'est des petits films indés, en fait. Voilà. Tous les clins d'œil avec le sapin à pain. Non, mais c'était bien. Bah oui, je sais que c'était bien. Mais en vrai, peut-être que c'est complètement éclaté au sol. Tu vois, là, en fait, j'ai tapé mon laïus, mais ça se trouve, c'est juste moi qui ai vu ça, hein. J'avais écouté. Il reste dans le positif. Oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. En vrai, il fait le double, donc il rembourse. Il s'auto-rembourse, là, c'est bon. On n'est pas dans les... Là, c'est un peu flopesque. J'avoue, c'est un peu flopesque, là. Mais là, c'est moins flopesque. Des petits films indés. Des petits films indés avec des putains de locaux à 24 tonnes, là. Ils veulent continuer. Bah ouais, moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve ça vraiment très beau. Donc ouais, conclusion, moi je trouve que les films sont vraiment beaux, en fait. Ils ont vraiment une patte. Bah, je trouve que la réalisation de Kenneth Branagh, elle est vraiment intéressante. Il y a plein de plans très chelous. Il y a de la... On débule. Donc débuler, c'est mettre la caméra de traviole. L'utilisation du fisheye qu'il a pu faire avec le numérique et évidemment pas avec le 65 mm, qui rajoute un petit truc chelou en plus. L'utilisation des miroirs pour troubler la vue et ce qu'on voit et comment les gens sont représentés. Les plans zénithaux, les plans du nadir, hein. Donc c'est l'inverse du zénith. Vraiment, je trouve que la réalisation de Kenneth Branagh, en plus d'avoir des très jolies images, des beaux costumes, des beaux décors, etc., et que l'histoire quand même est sympa, on se fait pas chier, hein. Franchement, je trouve qu'on suit bien l'enquête et tout, et même si souvent on se dit, bon, on va pas trouver parce que Cocotine avait encore nous sortir ça de nulle part, euh, bah, en plus, la réalisation, elle est travaillée. Je pense qu'il y a énormément de symbolique. Je vais vous en donner juste une qui est marrante. C'est qu'il y a un personnage dans le troisième film qui est l'écrivaine qui littéralement prend Hercule Poirot et l'emmène sur la scène du crime. Et en fait, au tout début du film, elle a dit «J'adore les pommes». Vraiment, c'est son truc, c'est les pommes. Et quasiment, enfin, c'est très récurrent que les pommes vont se retrouver dans le plan avec elle. Par exemple, à un moment donné, ils interviewent la gouvernante, on va l'appeler comme ça. Elle c'est marrant. Dans son fond, on dirait qu'elle a une espèce de balance. Donc, la justice. Alors, j'ai pas encore, je me suis pas souvenue de pourquoi elle avait un peu ça dans son décor. J'ai pas fait le lien. Mais par contre, l'écrivaine, elle a littéralement un sac de pommes derrière elle. Donc voilà, elle est vraiment liée aux pommes de partout. Et même dans le cadre, ça va se retrouver avec elle, quoi. Alfred me dit... Ah oui, putain, je le savais pas, ça, 2001. Ils veulent adapter... Ah, Miss Marple? D'accord.
Je connais vraiment pas Miss Marple. Mais oui, c'est son autre héroïne, quoi. Ouais, les mises en scène, je trouve ça vraiment bien, ouais. Et le film fait en sorte que tu crois que tout le monde peut être coupable. Ça tient en haleine. Bah, de toute façon, c'est le principe d'un whodunit, hein, c'est vraiment de te faire croire que tout le monde est responsable et pourrait l'être. Et, euh, et justement, c'est le principe de te démerder pour trouver. Comme les films là, à couteau tiré, Knife Out, Knife Out, dont le premier est vraiment très très bien. Le deuxième est un peu moins bien, à mon humble avis. Et le troisième, je sais plus s'il est sorti ou s'il va sortir. Ouais, voilà, c'est ça. Il va sortir. Donc voilà. Ils étaient 10, ouais. Ouais, ouais. Ah bah, ils étaient 10, c'est Poirot normalement. Je crois. Donc ouais. C'est pas fini! Il faut une pause pour Hercule parce que le succès est moins sûr niveau thune. Je sais même pas si ça marcherait mieux pour Miss Marple en vrai. Je sais plus quand Hercule est là. Mais on va regarder. Ils étaient 10. Moi, j'ai pas giga hâte, j'avoue. Parce que j'avais été un peu déçue par le deuxième. Alors, ça a pas l'air, hein. Je le vois pas écrit du tout au tout début. Non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air d'être Poirot. Parce que Daniel Craig, un maillot de bain incroyable. Putain, ça fait pas lourd pour apprécier un film, hein. Par le deuxième, j'ai envie de voir le 3. Oui, oui, je le verrai, mais j'ai pas, je vais pas courir dessus, quoi. Ouais, mais je pensais qu'ils étaient liés, mais en fait non. À rajouter des fourchettes à cette histoire de couteau tiré. Et des cuillères aussi. Bon, bah voilà, on a terminé sur ce film. J'espère, enfin sur ces films. J'espère que ça vous aura plu. Et peut-être donner envie de les voir. En vrai, pour la réalisation, je trouve qu'ils sont magnifiques. N'hésitez pas à leur donner une chance. Et ne cherchez pas à savoir qui est le meurtrier, vous ne trouverez pas. Si, dans le deuxième, on peut. Et dans le troisième, faut vraiment être très, très, très. Parce qu'en fait, j'ai revu le film. Donc, je l'avais déjà vu et j'ai revu. Donc, je me souvenais à peu près de ce qui se passait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le film te met un gros. Enfin, un gros. Parce que l'objet que comment on appelle ça, l'actrice, enfin le personnage va planquer parce que c'est un, comment on appelle ça, c'est un truc là, un truc qui a servi à tuer. L'arme du crime, on va dire, c'est pas vraiment l'arme du crime, mais voilà, vous avez compris, le crime. Et rouge dans un décor qui est très sombre et très noir et blanc. Et en fait, il y a un putain d'objet rouge, mais qu'on ne voit pas forcément. Et le personnage va le foutre hors cadre. Et non, non, pas non, 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 c'est un terme technique. C'est pas, je suis pas en train de parler de l'objet. C'est le terme générique pour dire, il y a les témoins, il y a les indices. C'est un indice? Je sais plus. Bon, bref, peu importe. Une preuve, voilà, bravo. C'est ça. Donc il y a la preuve juste sous vos yeux. Il est rouge, l'objet, vraiment dans un décor noir et blanc. Et voilà. Et en fait, tu ne peux pas le voir parce qu'en fait, tu regardes le personnage, tu regardes son visage et pas du tout à ses pieds. Et c'est à ses pieds qu'il faudrait regarder, quoi. Quelqu'un vient un détective. Voilà. Donc en vrai, les indices sont là, ils sont visibles, mais il faut être giga attentif. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. Voilà, voilà. Donc la prochaine rétrospective, eh bien, on ne sait pas quand elle aura lieu, on ne sait pas sur quoi. Donc, au revoir.